La cohabitation dans un espace clos d'un homme et d'une femme relève du miracle, écrivait la romancière Alice Ferney dans La Conversation amoureuse. Et quand enfant il y a, alors quitter le mode survie est-il mission impossible? Jusqu'à maintenant, une maison, un mariage, des enfants constituaient l'éternel triptyque des relations amoureuses. Mais voilà que l'on parle désormais de charge mentale, de nécessité de préserver sa vie personnelle. Il faut savoir que la moitié des jeunes parents d'un enfant de moins de 3 ans auraient eu envie de rompre avec leur conjoint après l'arrivée de leur tout petit. C'est ce que nous apprend en tout cas une récente étude de l'IFOP parmi d'autres. Eh bien, la question que nous nous posons aujourd'hui avec mes 4 invités, si vous le permettez, mesdames et messieurs, comment prendre soin de ses enfants tout simplement sans négliger son couple? J'espère qu'il suffira de 52 minutes pour répondre à cette question. Nous en parlerons, en tout cas, nous en parlons tout de suite maintenant avec mes 4 invités qui sont pour commencer Céline Guillaume. Bonjour Céline. Bonjour. Ravie de recevoir. Vous êtes ici en tant que à la fois que épouse, que maman et qu'experte, si je puis dire. Vous avez écrit un ouvrage Chercher la femme, tout fraîchement publié aux éditions du Cerf. Mais vous avez également une vie professionnelle plutôt bien remplie. Vous avez un parcours, une vraie carrière. Vous pourrez parler à la fois en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman. Donc vous avez bien votre place dans cette émission En quête de sens. Bienvenue à vous, Céline. Merci. Vous qui dirigez, j'en profite pour le dire, le préciser pour nos auditeurs évidemment, vous qui présidez le groupe La Procure et ses 30 librairies religieuses et généralistes, il faut quand même bien le préciser. Merci. Voilà qui est dit. Nous sommes également en compagnie cet après-midi d'Antoine Perrier. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Ange. Vous récidivez dans cette émission En quête de sens, vous qui êtes docteur en psychologie, psychanalyste, psychothérapeute à la Maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Votre dernier ouvrage en date, Trop de choix bouleverse l'éducation, chez Odile Jacob et chez le même éditeur Antoine Guédenay. Enfin, bonjour Antoine. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes pédopsychiatre, professeur émérite à l'Université de Paris-Cité. Vous avez dirigé la polyclinique Ney Génie Aubry, rattachée à Bichat à Paris. Vous êtes internationalement reconnu pour vos travaux à l'âme détresse bébé, la fameuse ADBB dont vous nous aviez parlé la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission. Et on peut mentionner également votre dernier ouvrage qui va nous servir certainement aujourd'hui, du bon usage des pères, qui est paru là aussi donc chez Odile Jacob tout récemment. Nous sommes enfin en ligne avec Sophie Galitzine. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous êtes comédienne, danseuse, thérapeute. Vous avez écrit Entre tes mains, qui raconte un peu votre parcours chez Artege, et vous avez écrit et interprété le spectacle Faire corps. Alors il va être question aujourd'hui un peu de tout, puisque quand on est parent, on est à la fois parent, mais pas seulement, comme vous le savez évidemment. Sophie Galitzine, en 2023, en fait, en 2024 même, puisque nous y sommes, ça y est, est-ce que c'est mission impossible en fait, finalement? Est-ce qu'on peut être équilibré entre son boulot, ses enfants et son couple? Est-ce que tout ça est... je pose pas, c'est pas une blague, hein, ma question, attention, parce que parfois j'en fais des blagues, mais là c'est pas une blague. Est-ce que c'est mission impossible au fond de pouvoir concilier les trois de façon équilibrée? Est-ce que ça existe ça pour vous ou pas? Vous adressez à moi, Marie-Ange? Exprès. Oui. Oui, Sophie. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Je suis interpellée par le titre de votre émission, Oui. parce que vous placez les enfants avant le couple dans le titre. Lapsus Et je pense intéressant. que c'est une erreur, peut-être. Enfin, une erreur. Je me dis que peut-être revenir d'abord au couple avant de mettre toute son attention sur nos enfants, qui sont un peu au centre de tout, je trouve, aujourd'hui, quand Ouais. on va dans les parcs, qu'on observe un peu comment les parents se comportent avec leurs enfants. Je me dis que peut-être le premier mouvement, la base, la fondation, c'est d'abord l'alliance du couple, de l'homme et de la femme, à l'origine, pour après prendre soin de ses enfants. Mais voilà, déjà commencer par ça. Je Ce serait scrute les déjà regards de mes invités après avoir entendu ce que Sont vous choqués. venez de dire, Sophie Galitzine. Et ben, je crois pas du tout, ça les fait en tout cas sourire. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Céline Guillaume, petit tour de table ici à Radio Notre-Dame. Non, alors j'ai envie de confirmer ce que dit Sophie, parce qu'effectivement, j'allais dire au commencement, il y a le couple. Et donc, avant de prendre soin des enfants, je pense qu'il faut déjà apprendre à prendre soin de son couple avant même l'arrivée des enfants. Donc, effectivement, moi, je suis mariée depuis bientôt 30 ans et nous avons 5 grands-enfants maintenant. Je peux dire bravo ou pas? Je crois Oui, que oui. Hein. oui.
Pour les bientôt 30 ans de mariage et pour les 5 Ah enfants ouais, chapeau. également. Voilà, merci. Et je pense que oui, l'origine des enfants, c'est quand même le couple. Et quand on n'a pas commencé à apprendre à prendre soin de l'autre dans le couple, c'est difficile après de prendre soin des enfants de façon équilibrée. Donc au commencement, il y a le couple et ensuite les enfants. Et c'est un cadeau immense. L'un ne va pas sans l'autre. Tiens, c'est intéressant. Qu'en pense votre voisin, Antoine Perrier? Est-ce que c'est vrai? Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas obligé. Écoutez, je crois qu'il y a on veut dire qu'en première intention, il y a une certaine logique historique. Que les enfants arrivent, en règle générale, sur la base de la constitution d'un couple. Même si l'évolution des formes de parentalité contemporaine fait que ce n'est pas toujours vrai. En effet. C'est pas toujours vrai. Donc je comprends les propos de votre De invitée, Sophie, ouais. de Sophie. Mais voilà, je crois que ça se discute, en tout cas au travers de la réalité de l'évolution des parentalités. Mais effectivement, si on prend au fond, la majorité des couples pour lesquels faire couple est quelque chose qui préexiste à l'arrivée d'un enfant, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on sait aussi que si le couple n'est pas en très bonne santé et fragilisé, l'arrivée d'un enfant est rarement un facteur de réparation et de solidité. Hmm. Qu'en pense notre ami là-bas, dans ce studio? L'autre Antoine Guédé, Oui. que vous êtes. Oui, c'est cette notion d'alliance dans le couple qui va donner une alliance parentale. Effectivement, ça va être au centre de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais pour répondre à la première question de est-ce qu'on peut arriver à faire être parent, rester un couple stable Ça existe ou pas, ça, sincèrement? Je crois que oui, bien sûr, mais que c'est très difficile de faire ça constamment et dans la durée. Et je pense qu'on y arrive à certains moments. Il y a pas mal de moments où ça ne marche pas dans un ou dans l'autre de ces dimensions. Et je crois l'idée que, idéalement, tout le monde devrait réussir à la fois sa vie professionnelle, sa vie de couple et sa vie de parent. Je pense qu'il est rare que tous les indicateurs soient ouverts. En même temps. En même temps. On a l'impression, on est vous voyez, d'accord. quand on écoute nos anciens, on a l'impression qu'avant, c'était une espèce de temps béni, où on prenait le temps, où les parents étaient de vrais parents, que tout était un peu plus soigné, je sais pas. Mais Enfin, c'est une blague. C'est- C'est une Ah, c'est blague. sympa de me dire ça, Antoine Guédenay, parce que Mais c'est c'est vrai une qu'on nous blague, fait moi, je pense. culpabiliser aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait tout mal, on est trop perfectionniste, et en même temps, on Si- ne soigne rien. Si je ni pense à son mes, couple. à mes propres parents qui vont m'engueuler maintenant qu'ils sont au ciel en disant mais ils s'occupaient pas de nous, ils travaillaient entre 12 et 15 heures par jour et on avait en revanche une liberté considérable. Ouais. Moi j'ai jamais eu, j'ai toujours fait mes devoirs tout seul et on se souciait absolument pas de il y avait un certain nombre d'exigences, tu dois être rentré à telle heure, ceci, cela, et puis voilà, mais effectivement, je pense que beaucoup de parents sont beaucoup trop après leurs enfants. Céline Guillaume, vous partagez ce point de vue. Oui, en fait, c'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint la confiance que l'on fait à ses enfants. Finalement, dès le plus jeune âge, et nous, on l'a expérimenté assez tôt. Enfin, on a toujours eu le souci avec mon mari d'essayer de transmettre la liberté à nos enfants. Et ça, c'est un enjeu, mais dès le plus jeune âge, leur faire prendre conscience que leurs choix ont des conséquences, même s'il s'agit de pas manger ce qu'il y a dans l'assiette, ou de sortir de table avant, ou de pas ranger sa chambre, enfin des choix vraiment qui semblent anodins, ou de ne pas faire le travail quand on rentre de l'école. Je n'ai jamais contrôlé de savoir si mes enfants faisaient leur travail ou pas. J'étais C'est là. vrai ? Ah non. Ils rentraient de l'école, on prenait le goûter, donc 5 enfants, ils avaient à peu près entre 7 et 0, hein, ils sont Ils assez sont grands rapprochés. maintenant. Ils sont grands maintenant. Très grands maintenant, 5 ans, 7 ans, et donc quand on rentrait de l'école, il y avait le goûter, puis ensuite on s'installait dans la cuisine et tout le monde sort ses affaires, on travaille. Et quand l'un me disait, ce soir j'ai rien à faire, c'est arrivé d'ailleurs à notre fils aîné quand il était en première primaire, maman, ce soir j'ai pas de travail. Je dis, bon, très bien, pas de travail. Je me doutais qu'il y en avait, mais je lui ai pas dit, montre-moi ton cahier de texte, etc. J'ai dit, ok, pas de travail. Le lendemain soir, il rentre, il me dit, tu sais, maman, hier je t'ai dit que j'avais pas de travail, en fait j'en avais, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, le prof m'a interrogé et j'ai eu 0. Il a appris tout seul. Voilà, il a exercé sa liberté et c'était réglé. Donc je n'ai jamais contrôlé, et je pense que la confiance, elle est essentielle
la confiance que les parents osent donner à leurs enfants. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que surtout quand ils arrivent à l'adolescence, voilà. Et puis, à chaque tranche d'âge correspond une confiance et une liberté à mesurer aussi. Confiance qui t'a différencié de l'indifférence, qui est Ah portée oui. par pas mal de psys, messieurs. Hein. C'est le Les contraire. parents qui s'en Au fichent contraire. un petit peu, qui sont sur leur portable et en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est une confiance active. Absolument. Faut peut-être préciser les choses. Antoine Perrier, vous vous marrez tout le temps, mais Parce que je exprimez-vous. suis heureux d'être là. Ah, c'est pour ça. Écoutez, je vous remercie. Mais et peut-être expliquer, parce que c'est quand même pas la même chose. Hein. Alors, avant de parler de ça, moi, Oui, je pardon. trouve que c'est important ce que disait Antoine Guédonnet, c'est-à-dire qu'il y a une illusion rétrospective du c'était mieux avant. Par D'accord. contre, il me semble que le monde dans lequel on vit, la société évolue, et notamment dans le bouquin pour lequel on était venu Oui. discuter avec vous, avec Daniel Marcelli, on a mis en avant, en tout cas, ce qui nous semble être quand même une évolution dans les 30-40 dernières années, une évolution dans les méthodes d'éducation, en tout cas plus que dans les méthodes, dans l'esprit de l'éducation, faisant de l'individu une valeur cardinale de l'éducation. Et ça, je crois que ça a des conséquences. Cette idée de faire de l'individu une valeur cardinale, c'est que l'individu, il doit être libre de ses choix, il doit être autonome très très tôt, et que on va dire, cette valeur éducative fait que, à la fois, bon, ça vaut pour les enfants, ça c'était le cœur de l'ouvrage, mais ça vaut aussi pour tout un tas de jeunes parents qui ont grandi dans cette idée-là. Et cette culture de l'individu un peu déliée de l'intergénérationnel et qui, au fond, a quelque chose à voir avec une sorte de narcissisme sociétal où on doit être un peu tout puissant, tout réussir, un peu ce qu'évoquait Antoine Guédonnet, c'est-à-dire qu'il faut être un professionnel de premier plan, il faut être un mari parfait, il faut être un amant parfait, bref, Ouais. il faudrait tout réussir. Et côté féminin, je décline la même chose. Hein. Mais Pareil, on hein. pourrait dire, Céline. effectivement, bien sûr, je Tant prends qu'à faire. tout à fait, parce que ça vaut, et surtout aujourd'hui, avec l'évolution des conceptions sur le genre, bien sûr. Même si les hommes et les femmes, pardon, mais c'est pas pareil. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas égal. Mais On est bien d'accord. c'est peut-être pas pareil. Mais la soif, en tout cas, de ce qui peut les retrouver, les rejoindre, c'est entre les pères et les mères, puisque c'est de eux dont il s'agit aujourd'hui. C'est cette espèce d'obsession. Enfin, moi, je le vis, et puis je le vois. On le voit tous dans les petits parcs. Moi, je suis comme Sophie, je regarde le petit parc. Hein. C'est mon premier champ d'analyse et d'observation quotidien. Effectivement, c'est vraiment cette espèce de culpabilisation. De culpabilité, en tout cas culpabilisation, j'en sais rien, culpabilité permanente ou quasi permanente, partagée par toutes les mères et certains pères qui sont là parfois au petit parc aussi de plus en plus, et on les remercie, mais il y a une culpabilité parentale, mais qui est généralisée, mais c'est monstrueux, qui s'en veulent de ne pas être parfait, de ne pas être comme l'autre, dont on se regarde tous, je ne sais pas comment on disait autrefois, mais là c'est quand même généralisé cette histoire-là. Et qui se traduit par ce que disait Antoine Guédonnet, c'est-à-dire que beaucoup de parents sont trop sur, derrière, avec. Et par leurs conséquent, enfants. alors est-ce que c'est par conséquent, mais effectivement, c'est ce qu'on voit, effectivement, ça Oui, va tout le temps. ils les enquiquinent. Ouais. Ils leur font pas assez confiance. Ils les laissent pas explorer. Ils les laissent pas faire leurs propres Des expériences. erreurs. Ils essaient de leur comme, enlever les cailloux du chemin, alors que c'est la pire chose qu'on puisse faire pour un enfant, c'est-à-dire l'aider quand il vous l'a pas demandé expressément et quand on n'a pas la conviction qu'il en a absolument besoin. Ouais. Parce que ce faisant, on le prive du sentiment d'estime de lui-même et de la joie de ça y est, je l'ai fait. Souvenez-vous les 2 ans, 3 ans, c'est moi qui veux, c'est moi qui veux tout seul. Si vous faites ça à ce moment-là, vous déclenchez une colère absolument légitime de l'enfant qui est privé de cette capacité de faire les choses lui-même. Ne pas gâcher cette phase, par c'est exemple. ça. Ils sont trop anxieux, mais pourquoi est-ce qu'ils sont trop anxieux, ces parents-là? Pourquoi? Les choses ont beaucoup changé depuis 20 ou 30 ans. Vous disiez, Antoine Perrier, que ça commence au couple. Mais le couple parental, il commençait avant avec l'histoire de chacun des parents de ce couple. Et cette histoire de chacun du membre du couple va influencer énormément dans leur façon d'être parents, pour faire la même chose ou pour faire le contraire. Donc ça commence bien avant. Et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis, disons, 68, ouais. je dirais, c'est le moment de bascule. C'est celui où on passe
de quelque chose où l'important c'était, où il y avait une transmission, où on transmettait que dans la vie, il y a des devoirs, et il y a des choses à faire. Et l'important c'était ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire, ce qu'on va être. Et maintenant, c'est plus ça, c'est centré sur des enfants. Sur le bonheur immédiat, non? C'est ce qu'on va avoir. Ouais. C'est ce qu'on va avoir, parce que ce qu'on va être. Hein. Les ados sont devenus des cibles de la société de consommation et ils sont des consommateurs. Sophie Galitzine ne va pas dire le contraire, je l'imagine. Que les ados consomment. Sont devenus des cibles C'est ça? majeures de la Oui, consommation. Vous confirmez, qu'on est Sophie? plus dans l'avoir que dans l'être. Oui, oui, je vous entends bien, oui. Vous confirmez? Qu'on est plus dans l'avoir que dans l'être. Oui, par exemple. Oui, bien sûr. Bien sûr, je confirme. Et ce que j'ai envie d'ajouter dans tout ce que vous avez dit là, c'est peut-être la question, parce qu'on parlait du contrôle, d'être derrière, d'être avec, etc., d'être sur l'enfant. Et de voir, j'ai l'impression que pour trouver cet équilibre de vie, c'est aussi une question de rythme. La question du rythme est au cœur du foyer, je trouve, du couple et de la relation aussi qu'on a avec les enfants. Et aussi la question de lâcher le contrôle. Et donc de voir comment on peut s'autoriser déjà à accepter le réel comme il est et pas être dans une idéalisation, comme on disait tout à l'heure, dans une idée, dans quelque chose de très contrôlant et très idéalisé. Et donc d'accepter que parfois c'est moins bien que d'autres, que parfois on est là, parfois on est moins là, parfois on est très là. Pareil dans le couple, voilà, mais d'être déjà dans cette acceptation du réel et donc dans cette forme d'abandon aussi, mais pas dans l'abandon, dans l'indifférence, mais dans quelque chose de la détente aussi, comme Madame disait sur la question de laisser faire les enfants pour leur laisser la liberté de se tromper par eux-mêmes. Je pense que ça nécessite une grande détente intérieure. C'est ce que j'étais en train de me dire en vous entendant tout à l'heure, Céline Guillaume. Hein. Faut pas craquer, hein, il faut faire du yoga justement, c'est ça, prier, on respire. un bon coup. Effectivement, je vous propose de revenir juste après avoir entendu, en respirant bien fort, Robert Schumann, interprété par Martha Argerich, Assez heureux, scène d'enfant. Un extrait de ces scènes d'enfants, ce délicieux scène d'enfants opus 15. Et on reviendra, si vous le permettez, justement sur ce récent sondage, assez effrayant hein, quand on y pense. La moitié des jeunes parents d'un enfant de moins de 3 ans a envie de rompre. Donc ça parle bien de notre sujet. Hein. Voilà, nous nous retrouverons donc dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, nous voilà déjà de retour dans cette émission Enquête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF pour évoquer cette question qui vous touche certainement tous, si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents. Ça peut vous toucher aussi pour mieux comprendre ce que fabriquent vos enfants dans leur façon d'éduquer leurs propres enfants, c'est-à-dire vos petits-enfants. Bref, comment prendre soin de ses enfants sans négliger son couple? Comment prendre soin de son couple sans négliger ses enfants? C'est vous qui voyez. Voilà. D'ailleurs, dites-nous, vous préférez quoi comme question? Et surtout, comment vous faites, vous, à la maison? Ça nous intéresse. Vous pouvez nous répondre en commentaire, justement, sur YouTube ou bien sur le site de l'émission Enquête de sens ou à l'adresse mariange.demontesquieu@radionotre-dame.com. Profitez-en. Sophie Galitzine est en ligne avec nous. Céline Guillaume également en présence dans ce studio, ainsi qu'Antoine Guednet et Antoine Perrier. À l'heure où nous évoquons ce sondage, j'aimerais bien qu'on s'y arrête un peu quand même. La moitié des jeunes parents d'un enfant de moins de 3 ans auraient envie de rompre avec leur conjoint. Ça vous inspire quoi les uns les autres, Céline Guillaume? La crainte. Mais je pense aussi une réalité à laquelle on a peut-être du mal à faire face, c'est-à-dire qu'on a une exigence vis-à-vis de nos propres vies, où l'on veut effectivement tout vivre au maximum, à fond, et les vies professionnelles et personnelles, et celles de, comme vous le disiez tout à l'heure Antoine, d'époux, d'épouses, d'amants, d'amantes, de parents, etc., au maximum, alors qu'en fait, c'est pas possible. Donc, il faut juste redégonfler un peu l'ego. Mon gros moi, vous savez, je dégonfle le ballon de baudruche et je me dis, en fait, je peux pas arriver à tout faire en même temps de façon parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Donc, je n'ai d'être que moi, avec mes limites, et puis je tente de faire ce que je peux au mieux. Et je pense que ce qui tente sans doute ses parents, comme nous tous d'ailleurs régulièrement, c'est le découragement. Et donc, quand on est découragé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De quitter le bateau. Et donc de se dire, attends, là, j'en peux plus, je suis crevée. C'est souvent lié à un état de fatigue aussi, hein, parce qu'on a des vies trop pleines, justement, trop remplies. On est comme le petit hamster qui court dans la roue, et plus ça tourne vite, et plus il court vite. Et donc de se dire, bon, là, il faut que je fasse une pause. Alors, en fonction des activités, des responsabilités, la pause, elle est plus ou moins facile à aménager. Vous êtes arrêté de travailler pour vos enfants? Ah oui, alors absolument, oui. J'ai travaillé en début de mariage, j'ai eu pas mal de fonctions différentes.
J'ai travaillé dans le domaine juridique, j'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai donné des cours d'anglais et de droit. C'était passionnant et puis quand, notre troisième enfant est né, bah, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait faire les bons choix, si c'est possible et que de faire une pause de carrière, c'était nécessaire. En plus, moi, j'ai adoré être mère et donc on a eu ensuite 4 et 5 enfants et donc pendant 10 ans, je n'ai fait que m'occuper de nos enfants et de notre Et couple. c'était comment? Un grand bonheur, vraiment et si c'était à refaire, je le dis à mes enfants, je le referais, mais vraiment sans Ils vous regardent hésitation. comment, vos enfants, quand leur dites ça? Ils sont reconnaissants, ils m'ont dit: «Mais maman, tu nous as fait le plus beau cadeau du monde» Mais ils et feraient la même chose, eux? alors écoutez, ils y sont à peine. Ils sont jeunes professionnels. Notre fils aîné est marié. Son épouse, ils ont 2 petits-enfants déjà et pour l'instant, elle est en pause carrière. Ils sont tout petits, ces enfants, hein, mais on a 3 filles et mes filles, je leur dis surtout elles font de très belles études ou ont terminé et je leur dis: «Soyez libres, le jour où vous aurez des enfants, de vous occuper de vos enfants» et je pense qu'aujourd'hui, ce choix, cette liberté est un peu perdue. Parce que justement, on veut paraître aux yeux des autres, on veut avoir des carrières brillantissimes, et cetera et donc au risque de mettre en péril notre vie de parents, l'éducation de nos enfants ou le temps qu'on passe avec eux ou notre vie de couple et donc je pense qu'il y a des choix à faire, un rythme à trouver qui est évoqué tout à l'heure en fonction des âges de la vie et de là où on en est dans notre vie, pour garder un équilibre, général qui soit sain et qui soit qu'on puisse vivre en fait en étant heureux parce que si, enfin, je pense que l'objectif de nos vies, c'est pas de se rendre esclave de quoi que ce soit, ni d'être malheureux comme tout. C'est d'essayer de trouver un équilibre qui nous permet d'être heureux. Donc, et à plusieurs, surtout quand on est parents et enfants, d'être heureux avec notre conjoint et nos enfants. Est-ce que le problème, effectivement, on entend souvent cette phrase: «On n'a pas le choix». On n'a pas le choix. Ça vous inspire quoi? Alors attention, on est voilà pour vous taper dessus, auditeurs. Je me compte dans le lot de toute façon. Mais est-ce qu'on est cette phrase, effectivement, est-ce que pour rebondir sur ce que vient de dire Céline Guillaume, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que autrefois, on se contentait peut-être enfin autrefois, j'en sais rien. Faut arrêter d'idéaliser autrefois, hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, est-ce qu'on a tendance à se contenter, à pas assez se contenter de ce qu'on a? On s'achète on s'endette, on travaille comme des dingues. On voit ça, alors surtout dans les grandes villes peut-être davantage, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous percevez, vous, avec votre regard d'expert, de spécialiste et d'observateur? Les deux Antoine. Je crois que nous avons des vies, je l'ai évoqué, nous avons des vies complexes. Complexe. Complexes, bien complexes, pas difficiles, complexes. D'accord. Même si la complexité est un facteur de difficulté. Des vies complexes, comme se plaît à le dire Daniel Marcelli, la complexité, ça rend intelligent, mais ça rend aussi modeste. C'est-à-dire que mener en parallèle toutes ces tâches qui sont les exigences professionnelles, Ouais. qui sont maintenir des liens relationnels suffisamment solides, être parent, maintenir un couple. Ouais. Tout ça est un élément de complexité et ça a été dit. Je crois qu'on ne peut pas être toujours disponible, avoir toujours l'énergie pour, mais se pose quand même la question de l'envie. Hein, du désir, c'est-à-dire qu'on voit souvent fleurir dans les journaux, les quotidiens, les mensuels, les recettes de cuisine pour maintenir ceci, pour C'est faire vrai. cela, 10 solutions pour avoir un couple Oui, bah heureux, écoutez, 15 oui. pour ceci. Bon, je crois qu'avant de se poser la question des moyens pour, il y a la question de ce qu'on a envie de faire du couple. La parentalité, ça se construit, ça évolue, c'est fait de moments d'impasse, de difficultés, de moments un peu de désarroi, de doute. Et je crois que le couple, c'est un peu la même chose et que je ne sais pas ce qu'il y a, en tout cas ce qu'amène à penser en détail l'étude, en tout cas les statistiques que vous donniez, mais en tout cas moi, ça me questionne sur la représentation que les jeunes parents aujourd'hui se font du couple et de leur désir de faire couple et de traverser le temps, y compris le temps de la parentalité, en continuant de faire couple. Ouais. Eh bien, recherche en cours, Antoine Guénec. Oui, Vous diriez que c'est complexe aussi? Qu'est-ce que vous diriez, vous? je ne suis pas sûr que ce soit si complexe que ça. Je pense que on est dans un temps de complexité, mais je ne suis pas le seul ni le premier à dire qu'on est surtout dans un temps de crise des valeurs.
Et c'est peut-être ça qui est au centre de problèmes pour les jeunes parents. Il y a une expression que j'aime pas entendre, c'est avoir un enfant. Avoir un enfant. Comme si c'était quelque Une chose qu'on possession. doit avoir. Ouais. On doit réussir ses études, sa vie. Acheter on une doit... maison, avoir un enfant, quoi. Exactement. Un peu ça. Avant un Faire tel carrière. âge, Ouais. avoir la Rolex à 50 ans et avoir un enfant. Ouais. Non, mais ça va pas. Ça va pas. Quand vous parliez du sondage, Ouais. je suis triste pour les enfants. Ouais. Parce que beaucoup de jeunes adultes qui se mettent ensemble ou se marient sous-estiment la responsabilité qu'ils prennent quand ils décident de faire un enfant ensemble. Alors ils disent, bon, on pourra se séparer. Ben non, on ne peut pas se séparer. Vis-à-vis des enfants, on ne peut pas se séparer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas divorcer et se séparer quand vraiment on n'a plus grand-chose à faire sur le plan du couple, mais quand même, quand on fait un enfant, on prend un engagement de lui garder des parents qui s'occupent ensemble. Alors, je sais bien qu'on peut arriver à se séparer et à rester dans une excellente alliance parentale. Ça, c'est vrai, je l'ai vu faire. Mais dans ma génération, c'était fréquent d'entendre ils restent ensemble pour les enfants. Alors, c'était très mal vu. C'est vrai qu'on l'entendait, on l'entend encore un peu d'ailleurs. Voilà, c'était très mal vu, c'était vu... vous leur donnez un mauvais exemple, mais non, mais c'était aussi quelque chose qui traduisait que, au fond, être parent, c'est pour un temps qui est assez long, hein, parce que les enfants, ça met 20 ans à être élevés, hein, et d'être réellement indépendants des adultes qui vont pouvoir se reproduire, aimer et travailler, comme disait notre... Et donc, ça met du temps. Et pendant tout ce temps-là, ils ont besoin d'un support absolument continu. Alors, on peut le faire en étant séparés, seulement et seulement si on garde une alliance parentale qui fait que on va se mettre d'accord, plus ou moins bien, mais pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très sous-estimé. Je ne connais pas beaucoup d'enfants dont les parents ont divorcé qui trouvent que c'était une bonne chose, hein. C'est assez rare, on l'imagine. Enfin, en tout cas, c'est vrai que je crois qu'il y a des statistiques d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que le divorce soit un facteur majeur de troubles de santé mentale des enfants, parce que c'est pas vrai. C'est pas le divorce. C'est pas le divorce. C'est le conflit parental. C'est le conflit parental. Alors évidemment, quand le couple reste uni, mais que ça se passe très mal, là on revient complètement à notre sujet. Je ne dis pas que vous en êtes éloigné, parce que c'était quand même une analyse intéressante de votre part, Antoine Guédonnet, mais Céline Guillaume et Sophie Galitine, mesdames, si vous le permettez, il y a bien une solution quand même quand tout part complètement à volo dans la vie de couple. Et donc, tout à coup, on s'aperçoit que côté rapport, relation avec les enfants, ça coince aussi. Il faut commencer par faire quoi? Voilà. La première chose, conseil concret, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que d'abord, il n'y a pas une solution. Je pense que cette relation de parents, en tant que couple ou en tant que parents, elle se construit tous les jours et que ça n'est jamais acquis. Ça, il faut en avoir conscience. Jamais acquis. C'est jamais acquis, ça se construit tous les jours, ça se travaille tous les jours, ça demande des efforts tous les jours. Et il y a des moments où c'est facile et où c'est une grande joie parce que tout semble évident. Puis il y a des moments où ça tiraille, où ça grince, où ça déchire parfois. Avoir des enfants, excusez-moi de vous interrompre, parce que ça rejoint aussi notre sujet. D'emblée, ça fragilise un couple au départ ou pas? Est-ce qu'on peut dire que ça bouleverse en tout cas? Alors ça bouleverse, Pour oui, ça reprendre le titre fragilise. du livre de notre ami Antoine Perrier. Ça fragilise, enfin pas en tout cas pas en ce qui nous concerne. Mon mari et moi, j'ai pas l'impression que ça nous a fragilisés. Au contraire, au départ, c'est une grande joie. Enfin, cet enfant, nous, on en rêvait. Donc, quand j'ai été enceinte de notre premier enfant, c'était d'abord une joie intense. Après, C'est pas forcément le cas, hein. Ben, notre expérience était celle-ci. Et à chaque fois qu'on a attendu un enfant, c'était vraiment une grande joie. Ceci dit, après, on est devant un fait, c'est-à-dire devenir parent, et on n'y connaît rien. Et on a beau lire tous les livres qu'on veut, on en a beaucoup lu, n'empêche qu'on n'y connaît rien. Donc, et ça aussi, ça s'apprend au quotidien, parce que même si vous lisez des livres, alors c'est très utile, hein, on en a beaucoup lu, ça donne quand même quelques clés. Vous en écrivez clés. maintenant. Ça donne des clés, ça nous a beaucoup éveillés sur la psychologie de l'enfance, tout petit, le nourrisson. Moi, je me souviens, je parlais beaucoup à nos enfants nourrissons. Et un jour, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu parles autant à ton enfant? Il comprend rien, il est tout petit. Et moi, je me disais, non, mais c'est une personne, je m'adresse à lui. Alors évidemment, je lui tiens pas des discours d'adulte, mais j'aime parler d'abord.
Et donc j'aimais parler à nos enfants dès leur plus jeune âge et on crée du lien, je crois, donc ça se construit tous les jours, cette relation dans le couple et avec les Mais enfants. ce que tu es en train de nous dire entre les lignes, c'est qu'il faut quand même une posture, comme le disait tout à l'heure, ça m'a marqué Antoine Payet, c'est une posture d'humilité. Et Ah j'ai oui. l'impression que peut-être aujourd'hui est-ce difficile, les amis, de faire preuve d'humilité dans tous les sens du terme. En couple, il faut être au top tout le temps, mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu là aussi complexe, notre rapport au réel, en fait. Non, est-ce qu'on peut pas dire ça, la réalité? Je suis en couple, j'ai des enfants, au lieu de voir ça comme une espèce d'aventure, je sais pas moi, j'essaie de trouver des mots en vous parlant, mais c'est vrai que c'est peut-être on se complexifie les choses, pas à loisir, Vous mais dites, ah oui, Marion, sur Sophie, Sophie, je vous écoute. pardon. Non, mais parce que sur l'humilité, ça me donne envie de rebondir Oui, sur ce que vous dites, sur ce qu'on disait des vies complexes ou des vies avec des valeurs un peu perdues, ouais, enfin, sans valeur ou des valeurs un peu différentes. ouais. Voilà. C'est de revenir, oui, sans doute à quelque chose de plus simple, à l'humus, quoi, quelque chose de la terre, de l'humilité, et peut-être simplifier nos vies, les décharger un petit peu au niveau de la consommation notamment et du temps, décharger le temps, et peut-être revenir, moi ce qui m'aide, je vois ce que je peux conseiller parfois aux couples que je reçois en thérapie ou même dans ma vie d'épouse et de mère, c'est de nous voir comme deux arbres avec mon mari et de voir comment parfois on s'est perdu dans une énergie un peu haute, où c'est très agité à la maison, où c'est très rempli, où ça crie, où il y a de la fatigue, etc. Et de voir comment on peut redescendre dans nos racines, chacun et déjà nous deux, le père et la mère et l'homme et la femme, dans quelque chose de beaucoup plus enraciné, beaucoup plus de faire alliance vraiment dans ce rapport au corps, au réel et en soi aussi, dans quelque chose de plus, ouais, de plus simple, de plus enraciné, et dans une fondation un peu originelle. Et je vois que quand on revient dans cette harmonie-là, lui et moi ensemble, et qu'on fait corps, ça redescend vraiment toute l'énergie de la maison aussi. C'est presque énergétique ce que je vous dis. Il y a vraiment quelque chose de l'harmonie où les enfants sont moins agités, moins Ouais. sollicitants, plus à leur place, où chacun reprend sa place en fait, comme un puzzle beaucoup plus harmonieux, qui se fait tout seul en fait. Il y a quelque chose de naturel qui peut se faire comme une danse un peu, qui peut vraiment être et se faire tout seul. Et pas où les limites sont tout le temps dépassées, où on est les uns sur les autres, où on se sollicite tout le temps, où voilà, quelque Et chose de peut-être plus aussi harmonieux. parfois, faire plus que se croiser. On l'a déjà traité dans cette émission. Il y a des couples aujourd'hui qui ne font que se croiser. Antoine Et Guednet, s'inscrire la en parole sera à vous dans quelques instants, de quelques minutes, j'allais dire secondes, mais minutes, après Naturalibus, si vous le permettez. Mesdames et messieurs, nous ne serons plus deux. À tout de suite. Comment prendre soin de ses enfants sans négliger son couple? Comment ne pas négliger ses enfants? Non, oula, je m'y perds. Comment prendre soin de son couple sans négliger ses enfants? C'est ça que je voulais dire. Voilà ce double sujet que nous explorons aujourd'hui avec nos 4 invités. La comédienne, danseuse et thérapeute Sophie Galitzine, qui part du corps finalement pas mal, hein, et des ressentis, c'est vrai, pour faire évoluer la communication qui parfois est figée dans le couple, et c'est important de le faire également avec ses enfants, on en parlera tout à l'heure. Céline Guillaume est également avec nous, elle qui vient avec son ouvrage Chercher la femme, qui vient de sortir aux éditions du Cerf, et elle qui est également maman de 5 enfants, qui est épouse, qui a mené une belle carrière, qui en mène toujours une belle, puisqu'elle est présidente aujourd'hui du groupe La Procure, et Antoine Guednet, Antoine Guednet, ici présent, pédopsychiatre, professeur à Paris-Cité, qui vient de publier Du bon usage des pères chez Odile Jacob. Et enfin, Antoine Perrier, qui est docteur en psychologie, psychanalyste, psychothérapeute, qui travaille à la Maison de Solène à Cochin et qui a coécrit avec Daniel Marcelli Trop de choix bouleverse l'éducation aux éditions Odile Jacob. Effectivement, la parole est à vous. Comme je le disais précédemment, Antoine Guednet, autour de cette histoire de passage de relais, enfin bref, réaction de Antoine Guednet à ce qui a été dit effectivement de la part de notre amie Sophie, juste avant que nous nous séparions quelques instants. Oui, comme l'a fait Sophie, essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Et peut-être d'abord réagir penser que dans un couple, on rentre très facilement dans la routine et on évite de se poser des questions, et quelquefois on n'a pas très envie de savoir si les choses vont si bien que ça. Et que peut-être à ce moment-là, c'est assez important de réaliser ça et d'aller dire à l'autre sortons,
allons dîner ou juste prendre un pot dehors, en dehors de la maison. Ça, c'est important de Oui, mais sortir de la routine. je vous disais effectivement juste avant, pardon, parce que ça me revient à l'instant, je vous disais cette phrase qu'on entend, et surtout ceux qu'on observe régulièrement, ces couples qui ne font que se croiser. Ça paraît dingue, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vous demande pas comment on en est arrivé là, parce qu'il faudrait encore 52 minutes, mais c'est vraiment que faire par rapport à cette situation, en effet. Effectivement, les uns les autres. Justement, dire ça, Ouais. dire à l'autre, en sortant, en rompant la routine, pouvoir dire, mais moi, je te vois plus, j'ai l'impression qu'on fait que se croiser, qu'on ne s'est pas parlé depuis tant. Et c'est tout, ça suffit de dire On embraye quelque chose qu'on ressent et qu'on communique à l'autre. Mm. Et à ce moment-là, voir ce que ça ouvre les choses. Parce que c'est pas tant les crises qui sont... Les crises, ça permet de parler, les choses sortent, hein, et ensuite, en général, ça va mieux. Mais c'est justement ces choses où il ne se passe rien, où on ne parle plus, où on n'échange plus vraiment. Donc ça, il faut arriver à provoquer quelque chose, d'aller ouvrir un peu l'abcès en sortant de la maison. Et on peut le faire avec le couple, mais on peut le faire aussi avec ses enfants. On en parlera tout à l'heure. Le couple est tenté par le lisse. L-I-S-S-E, Céline Guillaume. C'est une tentation du couple, ça. C'est un des grands pièges. Oui, je pense par la routine, comme vous le disiez tout à l'heure. La routine, parce que le quotidien est fait de petites choses très simples. On se lève le matin, il faut habiller les enfants, les emmène à l'école, on rentre le soir, il faut faire la cuisine, etc. Enfin, je veux dire, la routine, tout le monde la connaît. Et le risque, c'est de tomber dedans, effectivement, de ne plus échanger. Parce que les enfants prennent du temps, c'est normal, ils sont jeunes. Au départ, ils demandent beaucoup d'attention, de soins, etc. Il faut les accompagner dans plein de choses, et donc au détriment du couple. J'aime beaucoup ce que vous dites, Antoine, sur le fait de se dire, on fait une interruption de séance, on va prendre un pot en face. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Mais d'en prendre conscience, je dirais, il faut avoir l'esprit en éveil tout le temps. Enfin, tout le temps, on ne peut pas être à 100%. De temps en temps, en tout cas. Mais régulièrement, de se dire, au fait, on en est où, là, et de faire un point, et puis d'oser se dire, il faut qu'on se voit à deux. Effectivement, je pense que sortir, nous, on ne l'a pas fait comme ça, mais je pense que de sortir de la maison, c'est certainement une aide à... Sur des couches, quoi. Hop, oui. Dehors. Pour essayer de mettre le doigt sur peut-être une dérive ou un déséquilibre qui est en train de s'installer et retrouver justement l'équilibre qui va permettre de continuer cette construction familiale Souvent, ensemble. on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'on se laisse dériver. Vous utilisez peut-être à juste titre ce terme de dériver, c'est-à-dire qu'on ne voit pas quand on dérive en bateau, bien souvent au départ. Ah, tiens, on a dérivé. On s'en rend compte quand c'est trop tard. Et ça, c'est bien c'est pour ça de prendre le pouls régulièrement en faisant ce que vous dites, Antoine et Céline. Hein, si je peux continuer, aussi en réalisant que quelquefois, on peut se laisser bouffer par les enfants. Parce que ces chers petits, ils adorent nous en demander de plus en plus. Ils sont extrêmement curieux de ce qui ne les regarde pas, c'est-à-dire de ce qui se passe entre les parents. Et quelquefois, on a du mal à leur dire, écoute, ça suffit, débrouille-toi, ennuie-toi, débrouille-toi tout seul. Et à résister à leur demande de « Ah, mais il faut que tu m'aides ». Non, il ne faut pas que je t'aide et j'ai autre chose à faire. Ça, c'est pas très facile à faire. C'est pas très facile à faire. C'est pas très facile à faire. Surtout si on est très... il faut qu'on soit parfaitement raccord entre les deux parents. Et ça, c'est pas simple du tout parce qu'on n'a pas les mêmes expériences qu'on a eues avec nos propres parents. Et donc, on veut effectivement changer les choses. Donc ça, c'est un point clé. Il faut vraiment ne pas permettre une feuille de cigarette entre nous que les enfants... Sur les points essentiels d'éducation. Non, sur tous les détails. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas... on donne un avis ensemble. Une fois que c'est donné, c'est dit. Voilà. Et surtout, ne pas permettre, parle-en à ta mère ou que passer derrière, ce qui est une grande stratégie des enfants. C'est-à-dire, si papa a dit non, on demande à maman. Si maman a dit non, on demande à papa. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans le quotidien d'arriver à régler cette alliance fine. En disant, écoute... Alors, tu demandes ça, on n'est pas d'accord d'ailleurs entre ta mère et moi là-dessus, mais pour le moment, notre attitude, c'est ça. Ouais, Antoine Perrier ? Oui, je trouve qu'il y a deux choses très importantes là, qu'évoque Antoine Guédonné. En tant que parent, pouvoir se mettre en indisponibilité par rapport aux enfants. Ce n'est pas faire quelque chose contre les enfants, mais au contraire, d'une part, comme vous l'évoquez, c'est les aider à redescendre un petit peu de leur toute-puissance et qu'ils n'ont pas ce pouvoir d'accaparer les parents selon leurs désirs. Et qu'en tant que parent, s'accorder, alors sachant évidemment que les besoins de l'enfant évoluent au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas la même chose d'avoir des enfants en très bas âge, d'avoir
des préadolescents, d'avoir des adolescents, évidemment. Mais en tout cas, s'accorder du temps, dégager du temps vis-à-vis du temps passé aux enfants, c'est aussi laisser les enfants à leur exploration, le laisser à leur imaginaire, et leur donner aussi à voir que leurs parents, c'est aussi deux adultes qui s'aiment, qui s'accordent de l'attention, qui se dégagent du temps et qui prennent soin l'un de l'autre, et que d'exclure dans ces moments-là des tiers, y compris les enfants, n'est pas la marque d'un abandon, c'est la marque d'une attention portée. Et l'autre point qui découle de ça, c'est aussi ce qu'évoque Antoine Guédonné, c'est-à-dire le lien aux générations précédentes. Je disais, dans notre culture de l'individu, il y a ce fantasme qu'on se réinventerait soi-même, indépendamment des générations, et que ce qui s'est passé avant, il n'y a pas d'histoire, ce qui s'est passé avant ne compte pas. Or, ce que nous sommes en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant que couple, en tant que parents, n'est pas indépendant de ce que l'on a eu à voir et à vivre en tant qu'enfant. Et on est parfois aussi agi par cela. Ouais. Et en avoir conscience, ou en tout cas essayer de comprendre ce qu'il y a en nous, compte tenu des parents qu'on a eus, compte tenu du couple de parents auprès duquel on a grandi, est une condition de pouvoir aussi se construire un petit peu plus de liberté dans la façon dont on a envie de vivre le couple, mais en même temps d'être parent. C'est peut-être plus le psychanalyste qui parle d'ailleurs, mais c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça extrêmement difficile de se dire que non seulement on est agi, nous sommes chacun agi par une histoire différente, et ensuite de coller à ce que d'exécuter exactement ce que vient de nous raconter tout à l'heure Antoine Guédonné sur se mettre d'accord sur tous les petits détails composant l'éducation. C'est quand même pas évident, Antoine, c'est quand même pas évident. Vous vous rendez compte, quand on a déjà eu des parents, soit même différents, et ensuite se mettre d'accord sur tous les petits détails, c'est... Non, Oui, c'est... Pas tant que ça. Alors, oui, Sophie, Kalitine, allez-y. Mais j'ai bien aimé que vous disiez, Antoine, papa et maman, on n'est pas d'accord sur tout, mais pour le moment, c'est ça qu'on vous dit. Et ce qu'on vous dit est ensemble. D'accord. Et après, de continuer à en discuter entre nous, dans le couple. Pas s'écharper devant les enfants pour ces fameux détails, éventuellement l'objet de J'ai discorde. cru comprendre de ce que vous disiez, que voilà, qu'il y avait de la nuance dans être d'accord, ne pas être forcément d'accord sur tout, mais en tout cas face aux enfants, de se dire c'est ça le choix qu'on pose pour le moment, quoi. Parce qu'effectivement, ça peut être très angoissant d'avoir deux sons de cloche. Mais Ouais. en fait, ce que vous nommiez aussi, Antoine, c'est la conscience, en fait. Je pense que dans les solutions, c'est comment on peut se faire aider. Donc peut-être en faisant un travail de couple, en faisant un travail personnel, thérapeutique, mais pour justement avoir conscience qu'on est gouverné, qu'on est agi par des instances intérieures qui sont pas que nous ici et maintenant, mais aussi nos parents et notre éducation et l'enfant qu'on a été, et de voir ce qui se joue et de ne pas être complètement esclave de nos réactions émotionnelles qui sont pas celles d'un adulte souverain en soi, mais aussi de tout ce qui s'est joué dans notre histoire et dans nos blessures aussi. Donc la question de la conscience, je pense, est très, très importante. Oui, oui. Et Antoine ne pas Guédonné ? être... Pour ça, il y a Merci, tellement d'aide absolument. pour ça aujourd'hui. Mais ne pas être esclave non plus de notre passé d'enfant. C'est pour ça que C'est vrai que ça peut être un piège aussi. Hein. que l'accord entre les deux membres du couple pour ce qui concerne les enfants est si important. Il faut vraiment, c'est là où il y a une union, où on soit d'accord pour que le plus important pour les enfants, c'est d'être capable de les surveiller, d'être capable de les laisser tranquilles et d'être capable d'être toujours présent quand ils en ont vraiment besoin, quand ils sont en détresse. Oui. Et le reste du temps, peut-être d'être d'accord sur le niveau d'exigence qu'il faut leur appliquer. Et ils ont beaucoup besoin d'exigence, parce que sinon, les enfants, et les grands adolescents en particulier, ils reçoivent des choses qu'ils n'ont pas méritées. Et après, ça fait un tonneau des Danaïdes, parce qu'ils sont à la recherche d'une limite qui leur dit « ça suffit avec ça, et débrouille-toi avec ça Ouais. ». Et tant qu'ils ne l'ont pas, ils continuent à le demander d'une façon bête. Donc je pense que il vaut mieux ne pas en donner assez, dès lors qu'on peut leur procurer ça, le fait qu'ils sont notre souci principal, et que on sera toujours là quand ils sont vraiment en détresse, et qu'on va surveiller les choses précisément dans la façon dont il se passe. Ça veut dire un minimum de présence et d'attention,
À ce moment-là, j'ai l'impression, mais c'est pas très à la mode de dire ça, de dire qu'il vaut mieux en donner pas assez que trop. Ouais. En fait, ce qui est Céline difficile, Guillaume. pardon, dans le rôle de parent, c'est de dire non. C'est beaucoup plus difficile de dire non que de On est dire oui. d'accord. Et donc dire non, ça demande encore une fois un certain courage. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine, par rapport, j'aime beaucoup le mot alliance parentale que vous utilisiez. Et je pense qu'il y a une chose importante dans le rôle de parent en couple, c'est de ne jamais mettre l'autre en porte-à-faux. Parce qu'effectivement, c'est important d'essayer d'être en accord sur tout et tout le temps, mais parfois il y a des situations ou des sujets sur Forcément. lesquels on n'a pas pu vérifier. Toi, au fait, t'en penses quoi? Je ne sais pas ce qu'il en pense, l'autre, mon conjoint. Et donc, qu'est-ce que je réponds aux enfants? Et donc, en tout cas, de veiller, je pense, à ne pas se mettre en porte-à-faux l'un vis-à-vis de l'autre et de ne pas mettre l'autre en porte-à-faux. Quitte à dire à l'enfant, écoute, pour l'instant, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas, j'ai besoin d'en parler avec papa, et puis on verra plus tard. Et Ouais. ça, je pense que oser ça, c'est préserver et le couple et le rôle de parent vis-à-vis des enfants, donc l'autorité qu'on a vis-à-vis d'eux, etc. Et pour les enfants, je pense que c'est très fort aussi, parce qu'ils sentent qu'il y a une unité, même si les parents ne sont pas toujours d'accord, etc. En tout cas, il y a ce souci de ne parler que d'une seule voix quand on s'adresse aux enfants, qui marque les enfants et sans doute qui les rassure aussi, de se dire, bon ben, en fait, ok, il y a un cadre, là pour l'instant, il n'est pas tout à fait délimité, mais je sais que ça va venir, on va me le dire. Et en tout cas, je pense que le respect de l'autre et donc de ne pas le mettre en porte-à-faux, c'est vraiment important. Et pour terminer, Antoine Perrier, effectivement, s'il avait fallu renverser la question, comment prendre soin de son couple sans négliger ses enfants, en fait, elle serait absurde, cette question, si j'ai bien compris, puisque, a priori, si on prend soin de son couple, c'est que les enfants, ça se passe bien, ou est-ce qu'on peut le dire aussi, enfin, en conclusion? Non, je suis pas sûr qu'on puisse le dire comme ça, mais je crois que les enfants et l'éducation qu'on donne aux enfants a tout à gagner de la qualité de la relation de couple que les parents sont capables de Ouais. maintenir. Ça, c'est une certitude, pour vous quatre, d'ailleurs. Hein. Parce que Oui. Sophie Galitzine, en conclusion, le dernier tout des cas, conseils, The Last Je One. disais que je me disais que le désir vient du manque, donc j'aime beaucoup Ouais. le fait de leur en donner peut-être un peu moins que trop. Mhm. On parlait de désir. Et puis les thérapeutes de couple disent un soir par semaine dans l'idéal, un week-end par mois Ouais. et une semaine par an. C'est un peu un idéal peut-être, mais voilà. On va essayer de retenir sans- ce rythme, ce rituel et ce rythme. Merci infiniment d'avoir ralenti un peu ce rythme avec nous. Sophie Galitzine, Céline Guillaume, merci à vous. Cherchez la femme, c'est votre livre aux éditions du Cerf. Antoine Guednet, Du bon usage des pères à lire d'urgence chez Odile Jacob. Et puis enfin, Antoine Perrier avec Daniel Marcelli. Ce livre, Trop de choix, bouleverse l'éducation aux éditions Odile Jacob. Eh bien, il y a de quoi lire, il y a de quoi faire, les amis. Hein. Côté couple, côté éducation. Merci en tout cas. Bonne soirée, bon après-midi Merci, à tous. Marion. Merci.